Ne viens pas gâcher la soirée d'anniversaire de ta mère, m'a prévenu mon père. J'ai souri et je suis parti. Ce soir-là, la nouvelle est tombée devant tous leurs amis riches. Mon entreprise venait d'être vendue pour 340 millions d'euros. Ils pensaient que j'étais un échec, une source de honte pour la famille. Ils ne savaient pas que leur humiliation était le carburant de mon succès silencieux. Ils allaient apprendre la vérité de la manière la plus brutale et la plus publique qui soit. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Ce que vous venez d'entendre, c'est le résumé d'une histoire qui a non seulement changé ma vie, mais a fait exploser la bulle parfaite dans laquelle ma famille vivait. Avant de plonger dans les détails de cette semaine qui a tout bouleversé, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous me regardez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Maintenant, revenons 3 jours avant la fête. Le trajet jusqu'à Écully était toujours le même. Dès que je quittais le tumulte de mon quartier de la Part-Dieu à Lyon, les rues s'élargissaient, les bâtiments se faisaient plus rares, remplacés par de hautes et taillées au millimètre près, protégeant des regards des villas qui murmuraient leur richesse. Ma vieille Peugeot 208, fidèle compagne de mes années de galère, semblait toujours un peu déplacée ici, comme un moineau égaré dans une volière de paon. La maison de mes parents était magnifique, il fallait le reconnaître. Une grande bâtisse bourgeoise avec des volets gris perle et un jardin où pas un brin d'herbe ne dépassait. Enfant, je l'adorais. Adulte, elle me donnait l'impression d'entrer dans un musée, beau, impressionnant, mais froid. Terriblement froid. Je me suis garé dans l'allée, à côté du rutilant SUV de mon père et du coupé sport de mon frère, Baptiste. J'ai pris le paquet cadeau sur le siège passager, une première édition rare d'un roman de Simone de Beauvoir que ma mère cherchait depuis des années. Un cadeau personnel, réfléchi. Un cadeau qui disait « Je te connais, je t'écoute ». En poussant la lourde porte d'entrée, un silence glacial m'a accueilli. Pas de musique, pas de télévision. Juste le tic-tac régulier d'une horloge comtoise dans le salon. J'ai trouvé tout le monde dans la cuisine. Et le mot « trouver » est faible. C'était un comité d'accueil. Un tribunal. Mon père, Hervé, se tenait près de l'îlot central, les bras croisés sur son torse, une posture qui signifiait « Je suis déçu et je vais te le faire savoir ». Mon frère aîné, Baptiste, avocat dans un cabinet prestigieux, était adossé au plan de travail, un sourire en coin qui me donnait envie de hurler. Et ma mère, Corinne, était assise à la grande table en chêne, les mains jointes, le regard fixé sur le bois noble comme si sa vie en dépendait. « Bonjour » ai-je lancé, essayant de paraître enjoué. Je passais dans le coin, je dépose le cadeau de maman. Personne n'a répondu à mon bonjour. Mon père a juste hoché la tête en direction d'une chaise. « Assieds-toi, Élodie. Il faut qu'on parle. » Mon estomac s'est noué. Le ton n'était pas celui d'une conversation. C'était celui d'un verdict. Je me suis assise, posant le cadeau sur la table. L'odeur du café fraîchement moulu flottait dans l'air, mais elle ne parvenait pas à masquer le goût amer qui se formait déjà dans ma bouche. Je les ai regardés, un par un. Ils ne ressemblaient pas à une famille accueillant leur fille, mais à un conseil d'administration s'apprêtant à annoncer un licenciement. Un souvenir fugace m'a traversé l'esprit. J'avais 15 ans. J'avais remporté le premier prix régional d'un concours scientifique. Baptiste, lui, avait eu le prix d'encouragement à un concours d'éloquence. Ce soir-là, au dîner, mes parents avaient passé 1 heure à disserter sur le « talent inné » de leur fils pour la parole, sur son « avenir tout tracé ». Puis, mon père s'était tourné vers moi et m'avait dit une seule phrase, « C'est bien, ma fille, continue. » Rien de plus. Mon trophée était resté sur la cheminée pendant 2 jours avant de disparaître dans un carton. Celui de Baptiste, lui, trônait toujours dans son ancienne chambre. On doit parler de samedi, a commencé mon père, sans préambule. L'anniversaire de ta mère. Oui, ai-je répondu, méfiante. Je pensais arriver vers 19h. C'est là que Baptiste est intervenu, avec ce sourire narquois que je détestais plus que tout. C'est justement de ça qu'on doit parler. Il s'est redressé, a fait quelques pas dans la cuisine comme un avocat arpentant le sol d'un prétoire. Tu comprends, Élodie, c'est un événement important. Les amis du country club de maman seront là. Les contacts professionnels de papa.
les associés seniors de mon cabinet. Ce sont des gens importants. La façon dont il a prononcé le mot « important » m'a glacé le sang. Il sous-entendait que moi, je ne l'étais pas. Alors que mon père s'apprêtait à prononcer la sentence, cette phrase qui allait geler le temps et sceller le destin de cette soirée du samedi, je sentais déjà le poids de leurs attentes et de mes échecs présumés s'abattre sur moi. Mais qu'est-ce qu'ils allaient bien pouvoir me dire de si terrible ? Mon père a pris une profonde inspiration, le genre d'inspiration qui précède une mauvaise nouvelle. Nous pensons qu'il serait préférable que tu ne viennes pas, Élodie. Les mots sont restés suspendus dans l'air, froids et tranchants comme des stalactites. J'ai cligné des yeux, persuadé d'avoir mal entendu. Pardon ? Ne nous rend pas la tâche plus difficile, a-t-il poursuivi, en évitant mon regard. Tu dois comprendre, ces événements sont une question d'image. Les amis de ta mère, ils comparent. Ils parlent de la réussite de leurs enfants. Et moi, ai-je demandé d'une voix qui n'était qu'un murmure. Où est ma place là-dedans ? Baptiste a éclaté d'un petit rire sec et méprisant. Oh, Élodie, sois réaliste 2 minutes. Tu as 30 ans. Tu vis seule dans un petit appartement en location à la Pardieu. Tu travailles à la maison sur ton ordinateur, à faire on ne sait quoi. Tu conduis une Peugeot qui a 10 ans d'âge et tu t'habilles comme si tu sortais de la fac. Franchement, qu'est-ce qu'on est censé dire ? Chaque mot était une pierre qu'il me jetait. Chaque description était une caricature cruelle de ma vie, une vie dont il ne savait absolument rien. C'est là que ma mère a finalement levé les yeux de la table. Son regard était rempli non pas de colère, mais de quelque chose de bien pire, de la gêne. De la honte. Élodie, mon chéri. Je t'aime, tu le sais. Mais Baptiste a raison. Sa voix était faible, presque suppliante. La fille de Madame Dubois-Martin vient d'être promue directrice marketing chez Danone. Le fils des Lambert, lui, vient d'acheter un appartement dans le 6e à Paris. Ils vont me demander ce que tu fais. Qu'est-ce que je suis censé leur répondre ? Que tu travailles à la maison sur ton ordinateur ? Le nom de Madame Dubois-Martin a résonné en moi. C'était la rivale sociale de ma mère, celle dont les enfants étaient toujours plus brillants, plus riches, plus tout. J'étais, pour ma mère, une faiblesse dans sa compétition sociale. Un handicap. Tu pourrais dire que je suis une entrepreneur, ai-je suggéré, ma voix tremblante malgré moi. Que j'ai ma propre entreprise. Baptiste a éclaté de rire, cette fois sans se retenir. Une entrepreneur ? Élodie, ça fait 8 ans que tu cherches ta voie. Ce n'est pas une entreprise, ça. C'est une façon d'éviter un vrai travail. On ne peut pas te laisser venir et mettre tout le monde mal à l'aise. Les gens poseraient des questions auxquelles nous n'avons pas envie de répondre. Je me suis souvenu de ce jour, il y a 5 ans, quand j'avais naïvement demandé à Baptiste de jeter un œil à un contrat de service pour l'un de mes premiers clients. Il avait regardé le papier avec dédain avant de le repousser sur la table. Plus tard dans la soirée, je l'avais entendu dire à mon père au téléphone, « La petite sœur joue à la marchande et elle va se faire plumer toutes ses économies. C'est mignon, mais il faudrait peut-être qu'elle trouve un vrai job. » Cet appel avait cimenté dans l'esprit de mes parents l'image d'une fille immature et incapable. Et aujourd'hui, j'en payais encore le prix. Les larmes me montaient aux yeux. Je les ai ravalées. Pas devant eux. Jamais devant eux. Chaque mot qu'ils prononçaient était comme un éclat de verre s'enfonçant dans ma poitrine. Je voulais crier. Je voulais leur jeter à la figure qu'ils ne savaient rien, qu'ils étaient aveugles et cruels. Mais j'ai vu la satisfaction dans le regard de Baptiste, la déception dans celui de mon père et la honte dans celui de ma mère. Et j'ai compris que le silence était ma seule arme, ma seule dignité. Je me suis levée lentement. J'ai regardé le paquet cadeau, ce livre que j'avais mis des semaines à trouver, ce symbole de l'amour que je leur portais malgré tout. J'ai poussé doucement le paquet vers ma mère. Joyeux anniversaire, maman. Puis, je leur ai tourné le dos et je suis partie, sans un mot de plus. Le trajet du retour vers Lyon a été un brouillard de larmes. Une fois garé devant mon immeuble, je me suis effondrée sur mon volant. J'ai pleuré. J'ai pleuré la cruauté de mon frère, la lâcheté de mon père, et le plus douloureux de tout, le reniement de ma mère. J'ai pleuré pendant exactement 5 minutes. Puis, j'ai essuyé mes larmes.
J'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. Mes yeux étaient rouges, mais mon regard était dur. Froid. Déterminé. C'est une chose terrible, de se sentir rejeté par sa propre famille. Et je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà ressenti ça. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Est-ce que vous auriez crié, pleuré, essayé de vous justifier? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de savoir que je ne suis pas la seule. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils venaient de commettre la plus grosse erreur de leur vie. Ils m'avaient jugé sur les apparences. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Et la mienne cachait un secret à 340 millions d'euros. Le vendredi approchait. Et avec lui, le début de leur cauchemar. Ma famille me voyait comme une rêveuse perdue, une trentenaire qui jouait sur son ordinateur. La vérité était bien différente. Ces 8 années qu'ils qualifiaient de « recherche de soi » avaient été les plus intenses, les plus difficiles et les plus formatrices de toute ma vie. C'étaient les années où j'avais bâti un empire, dans l'ombre de leur indifférence. Tout a commencé juste après l'obtention de mon diplôme d'ingénieur. Alors que Baptiste entrait avec fracas dans le monde des cabinets d'avocats parisiens, acceptant le poste que mon père lui avait trouvé grâce à ses relations, j'ai refusé les offres confortables dans de grands groupes. J'avais une idée. Une vision. Je voyais une lacune dans le marché. Les petites et moyennes entreprises se noyaient sous des montagnes de données qu'elles ne savaient pas comment exploiter. Les outils existants étaient soit trop chers et complexes, soit trop simplistes. Je voulais créer le pont entre les deux. J'en ai parlé à Mathis, un développeur de génie que j'avais rencontré lors d'une conférence technologique. Il était comme moi, passionné, un peu marginal, et fatigué de la rigidité des grandes entreprises. Nous avons décidé de nous lancer. Notre premier bureau était mon salon, dans ce même appartement que ma famille méprisait tant. Les 2 premières années ont été un véritable enfer. Je ne mens pas. Nous travaillions 18 heures par jour. Notre régime alimentaire se composait principalement de pâtes au pesto et de café bon marché. Chaque euro que nous gagnions était immédiatement réinvesti dans l'entreprise. Pas de vacances, pas de sorties, pas de nouveaux vêtements. Juste le code, les clients potentiels, et l'espoir. Je me souviens d'un hiver particulièrement rigoureux. Le chauffage de mon appartement, qui nous servait de bureau, était tombé en panne. Nous n'avions pas les moyens de le faire réparer immédiatement. Alors, pendant une semaine, Mathis et moi avons codé emmitouflés dans 3 couches de vêtements, des couvertures sur les genoux, les doigts gourds de froid. Le soir même, j'ai vu une photo de Baptiste sur Instagram, tout sourire sur une piste de ski à Chamonix, avec la légende « La vie est belle ». Ce soir-là, en grelottant devant mon écran, je me suis fait une promesse. Un jour, mon travail acharné paierait. Un jour, il verrait. Mathis n'était pas seulement mon associé. Il était mon rock. La seule personne qui croyait en moi quand personne d'autre ne le faisait. Il était celui qui partageait mes boîtes de pâtes, qui passait des nuits blanches à mes côtés pour corriger un bug critique avant une démonstration client. Il était la famille que j'avais choisie. À la fin de la 3e année, le vent a commencé à tourner. Nous avions atteint nos 50 premiers clients. Nous avons pu embaucher nos 2 premiers salariés et louer un petit bureau, un vrai cette fois. C'était un moment de fierté immense. J'avais envoyé une photo à ma mère. Elle m'avait répondu par un simple « c'est bien ». Fais attention à tes dépenses. À la fin de la 5e année, nous avions 3 bureaux, Lyon, Paris et Lille. Notre portefeuille de clients incluait désormais des noms bien connus, des entreprises qui faisaient la une des journaux économiques. Nous étions rentables. Très rentables. À la fin de la 7e année, les grands acteurs du secteur ont commencé à nous tourner autour. Des géants de la tech, des fonds d'investissement, ils voulaient tous une part du gâteau que nous avions créé à partir de rien. Pourquoi n'ai-je rien dit à ma famille? Au début, c'était pour me protéger. Je ne voulais pas de leurs conseils condescendants, de leur scepticisme. Je ne voulais pas que l'argent devienne un sujet de discussion, de jalousie ou de contrôle. Et puis, avec le temps, c'est devenu une sorte d'expérience sociologique personnelle. Je voulais voir combien de temps ils pourraient maintenir leurs préjugés sur moi sans jamais, pas une seule fois, me poser une question sincère sur mon travail. La réponse, apparemment, était « pour toujours ».
Ils ne demandaient jamais de détails. Pour eux, l'entreprise d'Élodie était une abstraction, un hobby un peu embarrassant. Une fantaisie. Ils pensaient que je perdais ma vie. Mais ce que toute ma famille ignorait, c'est que la plus grande partie de poker de ma carrière était sur le point de se terminer. Et j'avais une quinte flush royale en main. Le navire que nous avions construit dans le noir était sur le point d'accoster dans un port d'une valeur de 340 millions d'euros. Pendant ce temps, ma famille était encore occupée à admirer ces jolis bateaux en papier. Et le mien allait provoquer un tsunami. Nous étions le vendredi. Le lendemain de ma visite désastreuse à Écully. Alors que ma famille imaginait probablement que je broyais du noir dans mon petit appartement, j'étais au 32e étage de la Tour Incity, dans le quartier de la Pardieu. Devant moi, la ville de Lyon s'étendait à perte de vue, un tapis de toits en tuiles et de rues animées. Mais je ne voyais rien de tout ça. Mon attention était entièrement focalisée sur la longue table en acajou de la salle de conférence. C'était le siège de Global Tech France, le conglomérat qui s'apprêtait à acquérir DataViz, le nom de ma société. Le nom que ma famille n'avait jamais pris la peine de retenir. L'atmosphère était électrique. D'un côté de la table, il y avait Mathis et moi, accompagnés de notre avocate. De l'autre, une armée de costumes sombres, les dirigeants et les avocats de Global Tech. Des piles de documents, dont l'épaisseur donnait le vertige, étaient disposées devant chacun. Cela faisait 6 mois que les négociations duraient. 6 mois de due diligence, d'audits financiers, de réunions interminables, de nuits blanches à relire des clauses contractuelles. C'était l'aboutissement de 8 ans de ma vie. Notre avocate, Maître Dubois, a fait un dernier signe de tête. Tout est en ordre, Élodie. Un des avocats de Global Tech a poussé un luxueux stylo et l'épais contrat vers moi. À vous l'honneur, mademoiselle Perrin. Ma main a légèrement tremblé en saisissant le stylo. Ce n'était pas juste de l'encre sur du papier. C'était la validation de tous mes sacrifices. C'était la preuve que j'avais eu raison. C'était le point final de 8 années de doute, de peur, de solitude. Dans un éclair, j'ai revu le visage déçu de ma mère, le sourire méprisant de Baptiste. Une fraction de seconde, j'ai failli hésiter. Une petite voix perverse dans ma tête a murmuré. Et s'ils avaient raison? Et si tout ça n'était qu'un coup de chance? Puis, j'ai pensé à Mathis, à notre premier employé, à tous ceux qui avaient cru en ce projet fou. J'ai pensé à cette nuit d'hiver où nous grelottions dans le bureau improvisé. J'ai pensé à la promesse que je m'étais faite. J'ai inspiré profondément. Et j'ai signé. Mon nom, Élodie Perrin, s'est inscrit en lettres noires et définitives au bas de la page. Un silence a suivi, puis la salle a éclaté en applaudissements polis. Des mains ont été serrées, des sourires échangés. Le champagne a été débouché. J'ai échangé un regard avec Mathis. Pas besoin de mots. Ses yeux brillaient. Nous l'avions fait. Alors que la célébration battait son plein, la PDG de Global Tech France, Isabelle Renaud, une femme d'une 50aine d'années à l'élégance redoutable, m'a prise à part. Elle m'a tendu une coupe. Élodie, a-t-elle dit, son regard direct et intelligent. Ce que vous avez construit, avec votre associé, est tout simplement extraordinaire. Cette plateforme va révolutionner notre approche du marché des PME. Vous devriez être incroyablement fiers. Merci, Isabelle. Je le suis, ai-je répondu, la coupe de champagne fraîche dans ma main. Alors, de grands projets pour célébrer ça ce week-end, a-t-elle demandé avec un sourire complice. J'ai eu un petit sourire en coin. En quelque sorte. C'est le 60e anniversaire de ma mère demain. Formidable. Une double célébration, donc. Pas exactement, ai-je dit, en prenant une gorgée. Je ne suis pas invitée. Isabelle Renaud a haussé un sourcil, son sourire s'effaçant. Pardon? Vous n'êtes pas invité à l'anniversaire de votre propre mère? Le jour où vous signez un accord à 9 chiffres? Ils ne sont pas au courant pour l'accord. Ni pour l'entreprise, en fait. Pour eux, je suis, comment dire, celle qui évite une vraie carrière, point. Le visage d'Isabelle est passé de l'incompréhension à une lueur de pure admiration amusée. Elle a éclaté d'un rire franc. Oh, Élodie. C'est diabolique. J'adore ça.
Je me sens presque désolée pour eux. Presque. Puis elle a ajouté, plus sérieusement, comme vous l'avez demandé, le communiqué de presse officiel est sous embargo. Il ne sera diffusé à aucune agence avant demain, 18 heures précises. Je l'ai regardé, un sourire se dessinant sur mes lèvres. C'est parfait, Isabelle. Le timing est absolument parfait. C'était plus que parfait. C'était le moment choisi pour un grand spectacle. Et le rideau allait bientôt se lever. Après avoir quitté les bureaux de Global Tech, je n'ai pas célébré de manière extravagante. Pas de dîner dans un restaurant étoilé, pas de folie dépensière. La vérité, c'est que la plus grande partie de ma fortune n'était encore qu'un chiffre sur un contrat. L'argent mettrait des semaines à arriver sur mon compte. Mais ce n'était pas la question. J'ai simplement conduit ma fidèle Peugeot jusqu'à mon immeuble. L'appartement que ma famille imaginait comme un petit studio en location était en réalité un penthouse que j'avais acheté comptant il y a 3 ans. Situé au dernier étage d'un immeuble moderne, il disposait d'une immense terrasse avec une vue panoramique sur tout Lyon, de la colline de Fourvière jusqu'aux Alpes lointaines par temps clair. C'était mon sanctuaire, mon secret. Un luxe silencieux que je m'étais offert, loin des jugements de ma famille. J'ai enlevé mes chaussures, mon tailleur de businesswoman, et j'ai enfilé un jogging confortable. J'ai ouvert une bouteille de vin ordinaire que j'avais dans mon frigo, je me suis préparé un plat de pâtes par nostalgie, peut-être, et je me suis installé sur mon canapé. J'aurais pu appeler mes parents. J'aurais pu leur dire. Au fait, vous vous souvenez de mon hobby? Eh bien, il vaut maintenant 340 millions d'euros. Alors, pour la fête de demain, est-ce que je peux venir finalement? L'idée m'a fait sourire, mais elle était vide. Qu'est-ce que ça aurait changé? Leur amour, leur respect, auraient-ils soudainement plus de valeur parce qu'ils étaient conditionnés par un chiffre? Non. Je ne voulais pas de leur approbation achetée. Je voulais qu'ils comprennent. Et pour comprendre, ils devaient d'abord être confrontés à leur propre aveuglement. Je sais ce que certains d'entre vous pensent. Peut-être que j'aurais dû y aller, leur faire face, leur jeter ma réussite au visage. Mais parfois, la meilleure des vengeances n'est pas un éclat de voix, mais le silence assourdissant de la vérité qui se révèle d'elle-même. Et c'est exactement ce qui allait se passer. Alors maintenant, accompagnez-moi dans ce compte à rebours jusqu'à 18 heures le samedi. Le samedi est arrivé. J'ai passé la journée tranquillement. J'ai fait du sport, j'ai lu un livre, j'ai appelé Mathis pour le féliciter encore une fois. Je n'ai pas regardé mon téléphone. Je savais que ma famille ne m'appellerait pas. Pour eux, j'étais effacée de l'équation du week-end. 17h30, mon téléphone est resté silencieux. J'imaginais l'effervescence au country club d'Écully. Les premiers invités arrivaient, échangeant des bises et des compliments sur leur tenue. Ma mère, vêtue de sa nouvelle robe de créateur, devait être rayonnante, son stress social à son comble. 17h45, mon père devait être en train de serrer des mains importantes, un verre de champagne à la main, parlant affaires et politique. Baptiste, lui, devait se pavaner, racontant son dernier succès au tribunal à qui voulait l'entendre, le fils parfait. 18h, le moment fatidique. L'heure H. Le communiqué de presse de Global Tech France était envoyé simultanément à toutes les plus grandes agences de presse et rédactions du pays. À cet instant précis, des dizaines de journalistes financiers ouvraient un email intitulé « Acquisition majeure dans la tech lyonnaise ». Dans mon appartement, le silence était total. Mais je savais qu'à quelques kilomètres de là, dans ce club privé où je n'étais pas la bienvenue, une bombe à retardement venait d'être armée. Et le compte à rebours était terminé. La seule question était, qui allait la remarquer en premier? Je n'étais pas là, bien sûr. Mais après avoir rassemblé les pièces du puzzle grâce au récit ultérieur de ma tante Geneviève, la seule à m'avoir appelé le lendemain avec une once de compassion, j'ai pu reconstituer la scène. Et je me la suis repassée en boucle dans ma tête, comme le réalisateur d'un film savourant sa scène finale. Imaginez la scène. Le grand salon du country club d'Écully. Des lustres en cristal, des serveurs en gilet blanc circulant avec des plateaux de petits fours et de champagne. Une centaine d'invités, le gratin de la bourgeoisie lyonnaise. Des rires feutrés, des conversations sur les dernières vacances à l'île de Ré ou les actions en bourse. Ma mère,
Corinne, était au centre de l'attention. C'était sa soirée. Elle rayonnait dans une robe bleu nuit, discutant avec son amie et rivale de toujours, la fameuse Madame Dubois-Martin. Cette dernière ne manquait pas, bien sûr, de vanter la dernière promotion de sa fille chez Danone. Elle travaille tellement, ma Charlotte. Une vraie femme de carrière, disait-elle avec une fausse modestie. Ma mère devait sourire, hocher la tête, et sentir cette pointe familière d'amertume et de honte en pensant à sa propre fille, l'artiste raté, l'électron libre. Mon père, Hervé, tenait salon un peu plus loin avec des partenaires commerciaux potentiels. Il parlait de la conjoncture économique, de la nécessité d'investir prudemment. L'image même de la respectabilité et du succès. Et Baptiste? Baptiste était dans son élément. Entouré d'associés de son cabinet, il refaisait le monde, pontifiant sur la complexité du droit des affaires. Le fils prodige, l'héritier, la fierté de la famille Perrin. Le tableau était parfait. Trop parfait. 18h02. À une table près de la baie vitrée, Monsieur Lambert, un PDG dans le secteur des nouvelles technologies, un invité de mon père, sent son téléphone vibrer dans sa poche. Par réflexe, il jette un œil à ses notifications. Une alerte d'un grand journal économique. Il fronce les sourcils. Il lit. Ses yeux s'écarquillent. Il relit, croyant à une erreur. Il se lève, un peu brusquement, et traverse le salon en direction de mon père. Hervé, lance-t-il, la voix un peu trop forte. Excusez-moi de vous interrompre, mais je viens de voir quelque chose d'incroyable. Perrin. C'est bien votre nom de famille, n'est-ce pas? Mon père, surpris, hoche la tête. Oui, bien sûr, pourquoi? Votre fille? Elle ne s'appelle pas Élodie, par hasard? Un silence s'installe autour du petit groupe. Mon père fronce les sourcils. Si. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Le ton est déjà celui de l'exaspération, de celui qui s'attend au pire. Monsieur Lambert secoue la tête, un air de stupéfaction sur le visage. Ce qu'elle a fait? Hervé, votre fille vient de vendre son entreprise, DataVis, à Global Tech France. Il regarde à nouveau son téléphone. Le montant? Mon Dieu! Hervé, le montant est de 340 millions d'euros. Le silence, d'abord localisé autour de mon père, se propage comme une onde de choc à travers toute la salle. Les conversations s'arrêtent. Les têtes se tournent. Le nom, Perrin, et le chiffre, 340 millions, sont murmurés, répétés, amplifiés. Quelqu'un, plus vif que les autres, a l'idée d'allumer le grand écran de télévision murale, généralement utilisé pour les retransmissions sportives. Il le règle sur une chaîne d'information en continu. Et là, en plein écran, mon visage apparaît. Une photo professionnelle, prise pour un article de magazine économique quelques mois plus tôt. Je suis souriante, confiante. En dessous, le bandeau déroulant affiche. L'entrepreneur lyonnaise Élodie Perrin cède sa pépite technologique DataVis à Global Tech France pour 340 M €. La musique d'ambiance s'est arrêtée. On n'entendait plus que le son du direct et les murmures stupéfaits des invités. Tous les regards se sont tournés vers mes parents et mon frère. Ils étaient figés, livides. Leur sourire de façade s'était évaporé, remplacé par une incrédulité totale. Et c'est au milieu de ce chaos, de ce cauchemar éveillé qui était en train de devenir leur réalité, que mon téléphone, dans le calme de mon appartement, s'est mis à sonner. L'écran affichait 2 mots, simples et terribles. Maman. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? J'ai laissé sonner 1 fois. 2 fois. Juste pour savourer l'instant. J'ai inspiré lentement, calmement. Puis, j'ai décroché. Allô? Le son qui m'est parvenu n'était pas la voix de ma mère. C'était une cacophonie. Un brouhaha de voix confuses, le son étouffé de la télévision en fond, des exclamations. C'était le son d'une fête qui venait de dérailler de la plus spectaculaire des manières. Élodie? La voix de ma mère était à peine audible, un filet tremblant noyé dans le bruit. Élodie, c'est vrai?
Ce qu'ils disent aux infos? Je suis restée silencieuse une seconde, laissant son angoisse monter. Qu'est-ce qu'ils disent, maman? Ai-je demandé, ma voix volontairement neutre, presque innocente. Ils disent que tu as vendu une entreprise. Pour des centaines de millions. Ils montrent ta photo, ils t'appellent une visionnaire de la tech. Élodie, qu'est-ce qui se passe? Je pouvais presque la voir, le téléphone collé à l'oreille, cherchant désespérément une issue, une explication qui ne ferait pas d'elle une menteuse ou une idiote devant tout son cercle social. J'ai vendu mon entreprise aujourd'hui, maman, ai-je répondu simplement. Celle que je construis depuis 8 ans. Pendant que vous pensiez tous que j'évitais un vrai travail. Le silence à l'autre bout du fil fut assourdissant. Je l'avais touché. La vérité, simple et brutale, venait de la frapper en plein visage. Tes invités, ai-je continué, comme si je reconstituais la scène avec elle. Ils voient les infos, c'est ça? Ils regardent le reportage. Tout le monde regarde, a-t-elle murmuré, sa voix brisée. Le téléviseur est allumé dans le grand salon. Quelqu'un a reconnu ta photo. Tous mes amis sont là. Madame Dubois-Martin, les Lambert. Les associés de Baptiste. Ils me demandent tous pourquoi tu n'es pas là. Pourquoi on n'a jamais parlé de ton entreprise? Sa voix s'est étranglée. Madame Dubois-Martin vient de me demander, devant tout le monde, pourquoi je ne lui avais jamais dit que ma fille avait plus de succès que la sienne. Qu'est-ce que je suis censée répondre, Élodie? Qu'est-ce que je peux bien répondre? En fond, j'ai entendu la voix de mon père, rageuse et forte. Passe-moi ce téléphone, Corinne. Laisse-moi lui parler. Le téléphone a dû être arraché des mains de ma mère. La voix de mon père a tonné dans mon oreille. Élodie. Tu dois venir à cette fête. Tout de suite. Venir, ai-je répété, un calme glacial s'emparant de moi. Pourquoi ferais-je ça, papa? Pour expliquer. Pour expliquer cette situation aux gens. Tu nous mets dans une position impossible. Expliquer quoi, papa? Que je ne suis pas une ratée? Que je ne suis pas un sujet de honte pour la famille? Que j'ai une vraie carrière? C'est curieux, il me semble que j'ai essayé de vous l'expliquer pendant des années. Peut-être que vous auriez dû écouter au lieu de supposer. Ce n'est pas juste, a-t-il crié, sa voix montant dans les aigus. Tu nous as caché tout ça. Tu l'as fait exprès. Je ne vous ai rien caché du tout, ai-je corrigé, ma voix toujours aussi calme, tranchante comme une lame. Je vous ai dit que j'étais une entrepreneur. Je vous ai dit que j'avais une entreprise de logiciels. C'est vous qui avez choisi de ne pas le prendre au sérieux. C'est vous qui avez décidé que j'étais sans but et sans succès. Cette conclusion vous appartient entièrement. Assumez-la. Un bruit de lutte, et une nouvelle voix, encore plus agressive, a pris le relais. Baptiste. Élodie, arrête tes conneries et ramène-toi ici, maintenant, a-t-il sifflé, sa supériorité habituelle remplacée par une panique mal déguisée. Tu te rends compte de l'image que ça donne? Tout le monde demande où tu es. Pourquoi tu n'as pas été invité à l'anniversaire de ta propre mère? On a l'air de quoi, nous? C'était le moment que j'attendais. Le moment de lui renvoyer ses propres mots au visage. Je n'ai pas été invité, ai-je dit lentement, en détachant chaque syllabe, parce que tu as dit que je gâcherais la soirée. Tu m'as appelé une source d'embarras qui ne cadrait pas avec les gens importants. Ce sont tes mots exacts, Baptiste. Tu t'en souviens? Le silence qui a suivi était plus éloquent que n'importe quel aveu. Je l'avais coincé. Il savait que j'avais raison. Les choses sont différentes maintenant, a-t-il finalement balbutié. Ah oui, ai-je rétorqué, laissant une pointe d'ironie percer ma voix. Qu'est-ce qui est différent, Baptiste? C'était avant qu'on sache. Avant que vous ne sachiez que j'étais riche, ai-je terminé pour lui, sans pitié. C'est bien ça? Alors, ma valeur à tes yeux a augmenté de 340 millions d'euros en l'espace d'un quart d'heure? C'est une inflation spectaculaire. Je suis donc acceptable, maintenant que j'ai de l'argent. C'est ça, votre position? En arrière-plan, j'ai entendu ma mère éclater en sanglots. Une petite partie de moi a ressenti une pointe de douleur, mais une partie bien plus grande savait qu'ils avaient eux-mêmes créé ce désastre. C'était leur création.
Il devait maintenant vivre avec. Je ne viendrai pas, ai-je dit fermement, ma décision inébranlable. Vous m'avez clairement fait comprendre que je n'étais pas la bienvenue. Cela ne change pas simplement parce qu'une nouvelle information vient de modifier votre équation sociale. Ma mère a dû reprendre le téléphone, sa voix noyée de larmes. Élodie, s'il te plaît. On a fait une erreur. Viens. Laisse-moi te présenter correctement. Laisse les gens te voir. Me voir comment, maman? Comme ta fille à succès dont tu es soudainement si fière, maintenant qu'elle a une valeur ajoutée pour ton statut social? Ce n'est pas juste. A-t-elle sangloté. Mais nous savions toutes les deux que c'était vrai. Douloureusement, terriblement vrai. Et puis, comme pour mettre un point final à cette scène surréaliste, j'ai entendu une voix claire et distincte en arrière-plan, celle de Madame Dubois-Martin, qui devait se tenir juste à côté de ma mère. Corinne, je ne comprends pas. Votre fille vient de vendre une entreprise pour 340 millions d'euros et elle n'est même pas là? Mais quel genre de famille êtes-vous? L'ironie était parfaite. Poétique. Leur tentative de protéger leur image sociale en m'excluant était en train de détruire cette même image à cause de cette exclusion. Je dois vous laisser, ai-je dit à ma mère, reprenant le contrôle. J'ai des demandes d'interview à gérer. Profitez bien de votre soirée. J'ai raccroché. J'ai bloqué leur numéro. Je me suis versé un verre de vin. Et pour la première fois depuis des jours, je me suis senti complètement, totalement libre. La bataille n'était pas terminée. Mais le premier acte venait de se conclure par une victoire écrasante. Le silence dans mon appartement après avoir raccroché était presque assourdissant. Pendant une minute, je suis resté immobile, le téléphone à la main, laissant l'adrénaline de la confrontation retomber. Puis, une pensée claire a émergé de ce tumulte intérieur. Ils avaient passé des années à essayer de me mettre dans une case, de définir qui j'étais selon leurs propres critères. Ce soir, j'allais prendre le contrôle total du récit. De mon récit. J'ai retrouvé le numéro de la journaliste du journal Le Monde qui m'avait appelé plus tôt. J'ai rappelé. Bonsoir, ici Élodie Perrin. Je vous dérange? Vous m'aviez contacté pour une interview. La surprise dans sa voix était palpable. Mademoiselle Perrin. Bonsoir. Non, pas du tout, au contraire. Vous avez changé d'avis? Disons que ma soirée s'est libérée, ai-je répondu avec une pointe d'humour. Si votre offre pour une interview en direct pour le journal du soir tient toujours, je suis disponible. 1 heure plus tard, une voiture avec chauffeur m'attendait en bas de mon immeuble. À 21h, j'étais sur un plateau de télévision, sous les projecteurs, face à un journaliste respecté qui, contrairement à ma famille, semblait sincèrement intéressé par mon parcours. L'interview s'est déroulée à merveille. J'ai parlé de la création de DataViz, des défis de l'entrepreneuriat, de l'importance de l'innovation pour les PME. J'ai rendu hommage à Mathis et à toute mon équipe. Pas une seule fois mon histoire familiale n'a été mentionnée, et je n'en ai pas dit un mot. C'était mon moment, mon succès. Je n'allais pas le laisser être éclipsé par leur drame. Quand le journaliste m'a demandé quel était mon secret, j'ai répondu sans hésiter, beaucoup de gens vous demanderont quel est votre plan B. Je pense que le secret est de ne pas en avoir. C'est de croire tellement en son plan qu'on est prêt à tout sacrifier pour lui. Et surtout, d'apprendre à faire confiance à sa propre vision, même si personne d'autre autour de vous ne la voit. Pendant ce temps, la fête de ma mère se transformait en bérésina. Selon ma tante, les invités, après le choc initial, se sont divisés en 2 camps, ceux qui venaient maladroitement féliciter mes parents tout en leur lançant des regards pleins de pitié, et ceux qui chuchotaient dans les coins, disséquant avec délectation ce drame familial inattendu. La soirée qui devait être le couronnement social de ma mère est devenue le sujet de toutes les conversations mondaines de Lyon pour les semaines à venir. Le lendemain, dimanche, mon téléphone, que j'avais débloqué, a sonné. Un numéro que je ne connaissais pas. J'ai laissé la messagerie répondre. C'était Baptiste. Sa voix, sur l'enregistrement, était froide, tendue, et suintait l'indignation. Élodie. C'est moi. J'espère que tu es contente de toi. Tu as complètement ruiné la soirée la plus importante de la vie de maman, tout ça pour ton petit moment de gloire. C'est d'un égoïsme incroyable.
Tu aurais pu nous prévenir. On passe pour des idiots, et c'est entièrement de ta faute. Tu nous dois des excuses, à tous, pour nous avoir humiliés de la sorte. J'ai réécouté le message une deuxième fois, presque fasciné par son audace. Il n'avait rien compris. Ou plutôt, il refusait de comprendre. Dans son monde, il ne pouvait pas avoir tort. C'était donc forcément de ma faute. Son arrogance était presque admirable. J'ai effacé le message en souriant. Il avait choisi la colère. Ma mère, elle, a choisi une autre stratégie. Une stratégie bien plus subtile. Elle a envoyé une émissaire. La seule personne dans cette famille dont elle savait que j'écouterais la voix. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était ma tante Geneviève. Et je savais que cette conversation-ci serait bien plus difficile que toutes les autres. J'ai toujours aimé ma tante Geneviève. Elle était la sœur cadette de ma mère, mais semblait venir d'une autre planète. Artiste peintre, elle vivait dans un appartement bohème sur les pentes de la Croix-Rousse, loin du faste compassé d'Écully. Elle avait toujours été celle qui me demandait comment j'allais vraiment, celle qui s'intéressait à mes passions étranges pour l'informatique quand j'étais adolescente, celle qui m'avait glissé un billet de 100 € en me disant, pour ton projet, la première année de DataVis. Elle était la seule à m'avoir jamais vue. Élodie, ma chérie, a-t-elle commencé, sa voix douce et chaleureuse comme à son habitude. Je ne vais pas te déranger longtemps. Je voulais juste savoir comment tu allais. Je vais bien, Tata. Mieux que je ne l'ai été depuis longtemps, en fait, ai-je répondu honnêtement. Je m'en doute, a-t-elle dit avec un petit rire. J'ai vu ton interview hier soir. Tu étais formidable. Si posée, si intelligente. J'étais si fière. Un silence. Ta mère, par contre, est une loque. Elle n'arrête pas de pleurer depuis hier soir. Mon cœur s'est serré. Malgré toute ma colère, l'idée de la tristesse de ma mère me touchait encore. Je suis désolée qu'elle soit triste, Tata. Sincèrement. Mais tu étais là, tu as vu comment ils m'ont traité. Oui. J'ai vu. C'était inexcusable, a-t-elle admis sans détour. Mais dis-moi, Élodie, pourquoi ne leur as-tu jamais rien dit? De manière claire? Tu aurais pu leur éviter cette humiliation. C'était la question cruciale. Et avec elle, je pouvais être honnête. Parce qu'ils n'ont jamais demandé, Tata. Pas une seule fois en 8 ans. Ils n'ont jamais posé une question qui n'était pas un jugement déguisé. Alors, ce petit truc sur Internet, ça paie le loyer? Tu ne penses pas qu'il serait temps de trouver un vrai travail stable? Ils ne voulaient pas savoir. Ils voulaient juste que je rentre dans le moule qu'ils avaient prévu pour moi. Leur dire la vérité, ça n'aurait pas été partager une bonne nouvelle. Ça aurait été me justifier. Et je n'avais pas à me justifier d'exister différemment d'eux. Geneviève a soupiré à l'autre bout du fil. Tu as raison. Ils ont été aveugles, pris dans leur petit monde de paraître. Ta mère est obsédée par ce que pensent les Dubois-Martin et les autres. C'est triste. Mais, c'est ta mère. Que veux-tu, maintenant? J'ai pris un moment avant de répondre, pour bien peser mes mots. Ce que je veux? J'ai regardé par la fenêtre la ville qui s'étendait à mes pieds, cette ville où j'avais tout construit. Je veux qu'ils comprennent. Je ne veux pas d'excuses parce que je suis riche et que je suis soudainement devenue présentable. Ça n'aurait aucune valeur. Je veux des excuses pour la fille qu'ils ont humiliée mercredi dans leur cuisine. Je veux qu'ils s'excusent d'avoir fait passer leur image avant leur fille. Je veux qu'ils réalisent que leur amour ne devrait pas être coté en bourse. Voilà ce que je veux. Un long silence a suivi. J'ai entendu ma tante renifler. C'est tout à fait juste, ma chérie. Je vais lui transmettre. Exactement comme ça. 2 semaines ont passé. 2 semaines de silence radio. J'ai commencé à penser que mon message n'avait servi à rien. J'ai continué ma vie, enchaînant les réunions pour la transition de DataVis. Et puis, un soir, alors que je rentrais chez moi, mon téléphone a sonné. Le numéro de tante Geneviève s'affichait. J'ai décroché. Allô, Tata? Non, Élodie. C'est maman. Sa voix était méconnaissable. Rauque, fragile. J'ai attendu, le cœur battant.
Élodie, a-t-elle commencé, et j'ai entendu le tremblement dans sa voix. J'ai beaucoup réfléchi. Geneviève m'a tout raconté. Ce que tu as dit. Et, tu as raison. Elle a marqué une pause, comme si chaque mot lui coûtait un effort surhumain. J'ai eu tort. J'ai supposé des choses sur ta vie parce qu'elles ne correspondaient pas à mon idée du succès. Tu n'avais pas un titre de poste ronflant, tu ne parlais pas d'augmentation ou de promotion, tu n'étalais pas tes réussites, alors j'ai supposé qu'il n'y en avait pas. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues, silencieuses. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de soulagement. J'étais tellement obsédée par ce que je pourrais raconter à mes amis, par la peur de paraître ridicule, que je n'ai jamais pris le temps de te demander, vraiment te demander, comment tu allais. Ce que tu construisais. Ce dont tu étais fier. Les défis que tu affrontais. Sa voix s'est brisée en un sanglot. J'ai été une mère terrible, Élodie. J'ai échoué. Je suis tellement désolée. C'était là. L'excuse que j'attendais. Pas une justification, pas un prétexte. Un aveu. Brut, douloureux, et sincère. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Elle m'a avoué avoir toujours favorisé Baptiste, lui avoir inculqué de mauvaises valeurs, et qu'il me devait des excuses. Elle a dit que mon père luttait avec sa fierté, mais qu'il commençait à comprendre. Je n'ai jamais construit d'atavis pour vous prouver quoi que ce soit, maman, lui ai-je dit doucement. Je l'ai fait parce que j'y croyais. Et ce qui m'a fait le plus de mal, c'est de réaliser que vous ne m'avez accordé de la valeur qu'une fois que l'argent est entré dans l'équation. Je le sais, a-t-elle sangloté. Et je passerai le reste de ma vie à essayer de me faire pardonner. Cette conversation n'a pas tout effacé par magie. Les cicatrices étaient encore là. Mais c'était une porte qui s'ouvrait. La possibilité d'une reconstruction. La conversation avec ma mère a été le premier pas, un pas immense. Mais pour reconstruire une maison, il faut que tous les murs soient solides. Et les 2 hommes de ma famille, eux, restaient silencieux, enfermés dans leur orgueil de granit. Le chemin était encore long. Les semaines qui ont suivi ont été une période de transition, à la fois professionnelle et personnelle. La vente de DataViz était finalisée. J'étais officiellement multimillionnaire. Mais étrangement, ce qui occupait le plus mes pensées n'était pas l'argent, mais la reconstruction de mes relations brisées. Baptiste a fini par envoyer un message. Pas un appel, pas une lettre. Un simple SMS. Maman m'a dit de m'excuser. Alors voilà, je suis désolée pour la façon dont les choses se sont passées. C'était court, impersonnel, et ça sentait l'obligation plus que le remords. J'ai répondu un simple « merci ». J'apprécie. Je lui ai pardonné, non pas pour lui, mais pour moi. Pour me libérer du poids de la rancœur. Mais notre relation, déjà fragile, était désormais empreinte d'une distance polie. Peut-être qu'un jour, nous retrouverions un semblant de fraternité, mais ce jour n'était pas encore arrivé. Mon père a été le plus difficile à atteindre. Sa fierté était une forteresse. Il a fallu près de 2 mois avant qu'il ne m'appelle. Il ne s'est pas excusé directement, ce n'était pas son genre. Mais il m'a invité à déjeuner, juste tous les 2, dans un petit bistrot lyonnais, loin des fastes d'Écully. Nous avons parlé de tout et de rien. Et puis, au milieu du repas, il a posé sa fourchette, m'a regardé droit dans les yeux et m'a posé la question la plus simple et la plus importante qu'il ne m'ait jamais posée. Dis-moi, Élodie, es-tu heureuse? Les larmes me sont montées aux yeux. Oui, papa. Pour la première fois de ma vie, je crois que je le suis vraiment. Un petit sourire a flotté sur ses lèvres. Alors c'est tout ce qui compte. Ce n'était pas des excuses en grande pompe, mais c'était sa façon à lui de faire la paix. C'était un nouveau commencement. Ma vie a changé, bien sûr. J'ai voyagé. J'ai pris du temps pour moi. Mais j'ai vite réalisé que rester inactive n'était pas pour moi. La passion de construire, d'innover, était toujours là. J'ai donc créé un fonds d'investissement. Pas un fonds comme les autres. Un fonds destiné à soutenir les jeunes entrepreneurs, en particulier les femmes dans le secteur de la tech, celles qui, comme moi, ont une vision mais manquent de soutien. Mon histoire m'a appris une leçon fondamentale. Votre valeur n'est pas définie par votre compte en banque, par le poste que vous occupez,
ou même par l'approbation de votre propre famille. Votre valeur réside dans votre capacité à croire en vous-même, à poursuivre vos rêves avec acharnement, même lorsque vous êtes la seule personne à y croire. Le plus grand succès de ma vie n'a pas été de vendre une entreprise pour 340 millions d'euros. Le plus grand succès a été d'apprendre à connaître ma propre valeur, bien avant que le monde ne lui mette un prix. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Je sais qu'elle est longue, mais elle me tenait à cœur. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont leurs propres histoires, leurs propres batailles avec les attentes des autres. Avez-vous déjà eu l'impression de devoir prouver votre valeur à vos proches? Si vous vous sentez à l'aise, partagez un peu de votre expérience dans les commentaires. J'aimerais beaucoup vous lire et créer une communauté où l'on se soutient. N'oubliez pas de laisser un « j'aime » si cette histoire vous a touché, et bien sûr, de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais votre valeur. À très bientôt.